Ce matin, lors d'une session de réflexion, je repensais en fait à un épisode de ma vie d'entrepreneur, c'était il y a 8 ans, où j'avais pris en fait un risque pour pouvoir gagner ce qui représentait pour moi un gros deal à l'époque. Et il y a des leçons à tirer en fait de cet épisode, c'est pour ça que je fais une petite vidéo sur le sujet. Nous étions positionnés en fait sur un appel d'offres, une mise en concurrence qui avait un certain enjeu pour nous puisque ça pouvait être une belle référence, que ça permettait de développer le pôle mobile de la société et puis c'était surtout un montant assez conséquent par rapport au chiffre d'affaires de l'époque. Alors bien sûr, j'avais préparé avec soin cette réponse parce que en fait, il faut comprendre que pour des réponses comme ça, où il y a des mises en concurrence ou des appels d'offres, c'est quand même une charge de travail qui est conséquente pour l'entreprise. Ça représente moins aujourd'hui, mais à l'époque, ça représentait une semaine de travail pour moi à temps plein, sans compter le temps que j'allais prendre à mon équipe pour des problématiques techniques, pour pouvoir les mettre au niveau de la réponse, et aussi pour pouvoir présenter des maquettes graphiques. Et ça, en clair, c'était en gros 2 semaines de charge pour un temps complet en fait. Comme vous l'avez compris, c'était donc un sacré investissement, rien que pour la réponse avec l'incertitude complète de pouvoir gagner ou pas. Et à l'époque, en fait, ce que je ne faisais pas, c'est que je n'appliquais pas cette règle que j'ai mis en place maintenant, c'est-à-dire de ne répondre à des appels d'offres qu'à des appels d'offres où on a vraiment de grandes chances de l'emporter. Surtout, du coup, à l'époque, c'était un coût qui était assez élevé quand on pouvait perdre une réponse à une mise en concurrence, quand on ne remportait pas le marché. Sans compter aussi l'aspect psychologique à gérer, hein, puisque du coup, autant pour moi que pour les équipes, vous vous dites, voilà, tout ce travail en fin de compte pour rien. Et puis, il fallait vraiment faire attention à ce à quoi on pouvait répondre, parce qu'on ne pouvait pas répondre à tout, vu la charge de travail que ça représentait. Donc, potentiellement, parfois, on pouvait se dire, on pouvait voir passer des demandes de devis, des appels d'offres, des mises en concurrence, qui on aurait pu répondre, mais en fait, on devait faire des choix parce qu'on ne pouvait pas répondre à tout. C'était une charge de travail qui était trop importante. À chaque fois, si on perdait, on pouvait se dire, ouais, en fin de compte, on aurait dû répondre à l'autre appel d'offres parce qu'on aurait eu plus de chances de l'emporter. Donc, à chaque fois, en fin de compte, qu'on décidait de répondre à un appel d'offres, c'était une pression qui était quand même élevée. Surtout pour une PME parce que si on se loupe et qu'on se loupe trop de fois, ça veut dire pas de chiffre d'affaires qui rentre et ça veut dire de mettre la clé sous la porte en clair. Alors sur la mise en concurrence dont je parle aujourd'hui, en fait, ça m'a permis d'ailleurs d'apprendre de cette expérience parce que on avait des contacts en interne et ça nous a permis de savoir qu'on avait réellement nos chances de gagner. Donc c'est pour ça, c'était raison de plus, une motivation supplémentaire pour pouvoir répondre. Néanmoins, avoir de grandes chances de l'emporter, ça ne veut pas dire non plus qu'on est sûr de gagner. Donc il fallait faire et préparer la réponse avec le plus de soin possible. Alors on imprime tous les documents parce que oui, à l'époque, ça se faisait encore de faire des remises papier pour des mises en concurrence ou des appels d'offres. Aujourd'hui, c'est ce qui est privilégié, c'est bien plus la dématérialisation et d'envoyer tous les documents soit via des plateformes en ligne, soit tout simplement par mail ou des WeTransfer. Donc on imprime plusieurs centaines de pages, on doit relier le tout, c'est en couleur. Et puis comme vous imaginez bien, d'imprimer autant de choses, ça a quand même un coût qui était ce qui représentait à chaque fois quelques centaines d'euros, ce qui n'était pas non plus anodin. Et à l'époque, en fait, ce que je faisais, c'est quand on avait la possibilité de faire une remise physique, je privilégiais plutôt le fait d'imprimer parce que je trouvais que ça donnait de la matière en fait à notre réponse, le fait de faire une remise physique, donc sur support papier. Et quand c'était pas trop loin, qu'il y avait genre par exemple moins de 2 heures, 2 heures et demie de route, en fait, ce que je faisais, c'est que je me déplaçais moi-même carrément pour pouvoir faire la remise à l'appel d'offres. Ça me donnait potentiellement la possibilité de croiser des personnes avec lesquelles je pouvais discuter et glaner quelques informations. Donc là, du coup, je pars déposer le dossier en physique, en voiture, et puis je croise une secrétaire à laquelle je remets le document. Pas de possibilité de croiser qui que ce soit pour avoir quelques infos complémentaires qui pourraient aider pour la suite. Parce que, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à chaque fois pour des mises en concurrence, des appels d'offres, des grosses demandes de devis comme ça, bien souvent, en fait, il y a une phase de négociation derrière. Ils vont pas directement choisir le candidat enfin, sauf exception, hein, ça arrive parfois, mais la plupart du temps, il y a une phase de négociation par la suite. Et donc, en fait, dans cette phase de négociation, on va recevoir des questions provenant donc du prospect, du client potentiel, auxquelles on va avoir donc la possibilité de répondre. Et puis, juste à l'issue de cette phase, en fait, il y a une commission euh, qui se réunit et qui va juger en fait des propositions des candidats pour sélectionner l'entreprise qui va l'emporter. Et bien sûr, un des trucs qu'on négocie systématiquement, quasiment au niveau de mise en concurrence comme ça, c'est le prix, vous vous en doutez.
Donc après avoir fait ma remise papier, bon, il y a quelques semaines qui se passent, hein, puisque c'est le temps de traitement à chaque fois pour eux de lire tous ces documents. Et on reçoit donc une lettre avec une liste de questions et bien sûr, vous l'imaginez, la demande de renégociation du prix et donc de revoir notre offre à la baisse. Et à noter en fait que quand on nous demande comme ça de revoir notre offre budgétaire, en fait, euh, bien souvent, on n'a en fait aucune indication sur le montant entendu. On sait pas si c'est du 5%, du 10%, du 40%, du moitié, du tiers. On n'en a aucune idée. Donc nous voilà à préparer une nouvelle fois nos réponses aux différentes questions sur format papier et à revoir notre offre budgétaire sans trop savoir en fin de compte ce qui pouvait être attendu en termes d'efforts à ce niveau-là. Et en fait, il faut bien comprendre que la partie budgétaire, c'est vraiment pas une partie facile parce que à la fois vous vous dites j'ai pas envie d'avoir fait tous ces efforts pour rien. Vous avez envie de le gagner cet appel d'offres, mais vous gardez en tête que vous voulez que ça soit rentable et vous n'avez pas envie en fait juste de vous prostituer pour pouvoir avoir le marché, pour pouvoir gagner le projet. Mais vous avez aussi des employés qui comptent sur vous pour les payer, bien évidemment. Donc vous gardez en tête aussi qu'il faut en faire rentrer de l'argent, il faut faire rentrer du chiffre d'affaires pour pouvoir continuer à vivre. Donc tiraillé en fait par ces différentes pensées, vous devez deviner jusqu'à quel point il faut baisser votre offre. Et même en fait, s'il faut baisser, parce que l'expérience m'a appris depuis 15 ans que je suis entrepreneur, que parfois il n'y a même pas besoin en fait de baisser et qu'on peut maintenir son prix. C'est peut-être même un meilleur signal pour le client. Et donc cette fois, je décide de baisser un petit peu le montant de notre offre. Et je repars donc pour faire le dépôt de celle-ci au format papier. Et cette fois, c'est la partie intéressante, c'est que je ne croise pas en fait cette fois la secrétaire, mais directement celui qui gère l'appel d'offres en question. Si tu es encore là, c'est que tu apprécies cette vidéo. Donc pour me remercier, partage-la et si tu veux être tenu au courant des prochaines, abonne-toi. Merci. Et franchement, là, je me retrouve en face de quelqu'un qui est grand, bel homme, charismatique, qui respire franchement la confiance en lui, plus jeune que moi. Et là, au fond de moi, en fait, je me sens pas super bien parce que pour ma part, j'étais fatigué, mal rasé, mal coiffé, et l'ancien tête de turc nerd du collège-lycée se retrouve en face de l'archétype de la star du collège, de la star du lycée. Et alors, rien de négatif là-dedans, hein, notez-le bien. Les stars de l'école, c'est pas forcément des persécuteurs en l'occurrence. C'est d'ailleurs, en l'occurrence, c'est vraiment quelqu'un de très bien. Mais ça ne m'empêche pas, en fin de compte, de me sentir un petit peu, comment dire, mal à l'aise. Et il y a certains souvenirs de cette période-là qui remontent à la surface. Et en fait, à l'époque, je ne me contraignais pas à comme aujourd'hui, en fait, à être chaque jour présentable, que ce soit en fait en semaine, les week-ends, je prends toujours soin de moi, je me rase, je me coiffe, je m'habille bien. Parce qu'en fait, j'ai compris l'impact que ça avait aussi sur ma confiance en moi. Donc ça, c'était une petite parenthèse pour préciser la chose et aussi une des raisons pour lesquelles je fais attention comme ça tous les jours. Alors qu'est-ce qui se passe? En fait, je ravale mon appréhension, je souris, je me montre aussi amical que possible. Et je place en fait notamment cette petite phrase, histoire de capter en fait la réaction qu'il peut avoir chez lui pour essayer de glaner quelques informations. Je lui ai dit du coup, j'espère vraiment que les réponses vous conviendront et on a fait un effort de X%. Je place donc cette petite phrase. Et là en fait je suis très attentif à la manière dont il réagit et je vois en fait passer sur son visage une micro-expression de déception. Bien que, en fait, lui me réponde ah ben très bien, c'est super. Et là, je réagis pas plus, je repars, mais je reste assez chiffonné en fait de ce que j'ai cru percevoir. Néanmoins, l'heure limite de l'appel d'offres est passée et je me dis qu'est-ce que je peux faire de plus? Et là, en fait, ce que je me dis, c'est que comme souvent, c'est en osant aller là où les autres ne vont pas aller ou qui n'imaginent même pas la possibilité de le faire que l'on peut gagner. Donc en fait, je tente un coup de poker et comprenez bien qu'en fait, je prends un réel risque parce que euh, potentiellement ce que je vais faire va être mal perçu par mon interlocuteur. Et puis, si ça se trouve, je me suis juste trompé, mon impression elle était erronée. Mais je suis vraiment persuadé, j'ai vraiment le sentiment à l'époque que la proposition qu'on avait faite n'était pas suffisante, qu'il était resté en fait déçu que l'on n'ait pas fait un plus gros effort budgétaire. Alors le problème c'est que j'ai pas ses coordonnées directes. Donc ce que je dois faire c'est faire jouer les contacts en interne dont j'ai parlé tout à l'heure de manière à pouvoir obtenir son numéro de portable personnel. Et là en fait je tente le tout pour le tout et je l'appelle.
Et là, je lui dis, alors on va l'appeler en gros, hein, c'est pas les mots exacts que j'ai employés à l'époque, mais c'est pour vous faire comprendre. Mais ce que je lui dis en fait, c'est on va l'appeler Monsieur Franck. Bah, bonjour Monsieur Franck, bah, je me permets en fait de vous appeler parce que j'ai cru voir que vous étiez déçu par l'offre financière que nous avons fait. Ça m'embête vraiment parce qu'on est très motivé par votre projet et qu'on voudrait vraiment l'emporter. Et je lui pose en fait cette question, tout en sachant qu'en fait, ben, sur le principe, l'heure limite est passée. Est-ce qu'il y aurait possibilité de vous faire parvenir une autre offre modifiée? Et donc là, en fait, Monsieur Franck, ce qu'il me dit, c'est que effectivement, il a été déçu en fait par la nouvelle proposition budgétaire qu'on avait pu faire et que ben, notre proposition est pour lui la meilleure techniquement puisque c'est lui en fait qui a vraiment le lead sur le choix du projet. Il m'explique qu'en fait c'est lui derrière qui va gérer le projet. Il a vraiment envie de bosser avec nous. Et ce qu'il fait, c'est carrément il me donne des indications sur les montants financiers sur lesquels il faut qu'on fasse un effort. Et il me dit que si on arrive à revenir rapidement, si j'arrive à revenir rapidement avec la nouvelle offre, eh ben, il pourra la prendre en compte. Et c'est comme ça, du coup, qu'on a gagné cet appel d'offres et ce projet donc de 50K à l'époque, ce qui représentait quelque chose de vraiment conséquent en termes de projet pour ma société. Il y a de ça, il y a déjà 8 ans. Donc imaginez en fait tout ce qui s'est joué sur ce simple petit coup de fil. Parce que vraiment, déjà, nous c'était un contrat qui était important. Donc ça m'a permis de développer davantage la société. Ça nous a permis en fait de monter en compétence davantage sur la technologie mobile. Et puis d'acquérir une référence supplémentaire. Donc il y a deux leçons à en tirer. La première, c'est que répondez principalement à des mises en concurrence, à des appels d'offres où vous avez vraiment des chances de l'emporter. C'est-à-dire que vous avez des avantages injustes face à vos concurrents. Et oui, effectivement, la vie n'est pas juste, c'est comme ça. Il vaut mieux l'accepter plutôt que de le refuser et de louper des opportunités. Et la deuxième leçon à en tirer, et qui est plus générale, je dirais, et beaucoup plus importante encore, c'est que faire ce que les autres ne sont pas prêts à faire, ça va être le meilleur moyen en fin de compte d'obtenir les résultats qu'ils n'ont pas. En l'occurrence ici, une sortie de zone de confort, une prise de risque. Et la petite blague de fin qui est de retour pour vous donner le sourire. Une magnifique petite fille se rend à la boulangerie de son quartier et demande une baguette de pain. Charmée, la boulangère entame la conversation. Comment t'appelles-tu ma mignonne? Pétale, madame. Oh, comme c'est beau. Et comment tes parents ont-ils eu une aussi belle idée? Lorsque je suis né, un pétale de rose s'est posé sur mon berceau. Oh, comme c'est mignon. As-tu un petit frère ou une petite sœur? Oui, madame, une petite sœur. Et comment s'appelle-t-elle? Poutrelle, madame. Si tu as aimé cette vidéo, tu aimeras aussi les emails privés que j'envoie toutes les semaines, avec notamment des extraits du contenu exclusif provenant de la communauté Youmento. Le lien est en description, abonne-toi, à très vite.